L'autre meilleur facteur qui prédit au mieux le succès dans la vie est d'être consciencieux. Et des deux aspects qui caractérisent ce trait de caractère, disons d'être ordonné et de travailler dur, le meilleur facteur de prédiction est de travailler dur. La question est donc, que pouvez-vous faire pour être plus industrieux? Et la réponse à cela est, eh bien c'est un peu difficile aussi parce qu'il y a une forte composante génétique à cela. Mais vous pouvez travailler sur des micro-habitudes en ce qui concerne le fait d'être industrieux, et je pense que les meilleures micro-habitudes peuvent être établies de par ce processus qu'est le Future Authoring Program. Je pense que la meilleure chose à faire en ce qui concerne votre possibilité d'être industrieux est de vous définir des objectifs, des buts à accomplir que vous valorisez réellement, et le Future Authoring Program aide les gens à faire cela. Et fondamentalement, celui-ci vous aide à établir une analyse situationnelle de votre vie, encore plus qu'il vous aide à établir une analyse psychologique de celle-ci, je dirais. Donc, les questions sont comme, d'accord, vous allez devoir faire des efforts dans votre vie, et vous devez être motivé pour le faire. Et donc, quelles sont les sources potentielles de motivation? Eh bien, vous pouvez penser à eux de la manière des 5 grands traits de la personnalité. Donc, si vous êtes extraverti, vous voulez des amis. Si vous êtes agréable, vous voulez une relation intime. Si vous êtes désagréable, vous voulez gagner des compétitions. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous voulez être engagé dans une activité créative. Si vous êtes plutôt inquiet, vous voulez la sécurité. D'accord. Voilà, ceci sont donc toutes des sources de motivation potentielles sur lesquelles vous pourriez puiser et que vous pourriez adapter à votre propre personnalité. Mais ensuite, vous voulez considérer votre vie à travers certaines dimensions. Donc, nous avons interrogé les gens sur, vous savez, si vous pourriez vivre la vie que vous souhaiteriez vivre dans 3 à 5 ans, si vous preniez soin de vous correctement, que voudriez-vous de vos amitiés, que voudriez-vous de votre relation intime, comment voudriez-vous structurer votre famille, que voudriez-vous de votre carrière, comment allez-vous utiliser votre temps en dehors du travail, et comment allez-vous réguler votre santé mentale et physique, et peut-être aussi, comment allez-vous gérer votre consommation de drogue et d'alcool, car c'est quelque chose qui gâche la vie de beaucoup de personnes, parce que l'alcoolisme, par exemple, élimine 5 à 10% des gens. Donc vous voulez garder cela sous contrôle. Et ensuite, peut-être que, vous savez, vous développez donc une vision de ce que vous voudriez que votre vie soit en y associant les objectifs. Donc, une fois que l'objectif est établi, vous le divisez en microprocessus que vous pouvez implémenter. Les microprocessus deviennent alors gratifiants proportionnellement à leur association causale avec l'objectif, et cela s'entrelace donc avec votre système de récompense, vous savez. Nous avons parlé du système de récompense dopaminergique, et c'est ce qui vous fait avancer. Et la façon dont cela fonctionne est que cela marche mieux si, disons que celui-ci produit une émotion positive, s'il peut vous voir avancer vers un objectif que vous valorisez. D'accord. Eh bien, quelle est l'implication de cela? Il vaut mieux avoir un objectif que l'on valorise, car sinon, vous ne pouvez pas obtenir de motivation positive. Et donc, plus le but est précieux en principe, plus le microprocessus associé à cet objectif commence à prendre une charge positive. Et ce que cela signifie, quand vous vous levez le matin, eh bien, vous êtes enthousiaste d'attaquer la journée, vous êtes prêt à agir. Et donc, autant que je peux dire, vous spécifiez votre idéal à long terme, et peut-être vous spécifiez également un endroit où vous voulez rester le plus loin possible, de sorte que vous avez peur de là où vous pourriez vous retrouver, et enthousiaste de réussir, parce que cela est aussi utile. Donc, vous spécifiez votre objectif, vous faites cela. Dans un certain sens, en tant qu'individu unique, vous voulez spécifier des objectifs qui vont vous faire dire « Oh, si cela pouvait arriver en conséquence de mes efforts, cela en vaudrait vraiment la peine. » Parce que la question est toujours de savoir pourquoi faire quelque chose, parce que de ne rien faire est facile, il suffit de rester assis et de ne rien faire. C'est vraiment facile. La question qui se pose est la suivante, pourquoi feriez-vous quelque chose? Et la réponse qui doit en découler est que vous avez déterminé par certains moyens que cela en valait la peine. Et donc la prochaine question pourrait être alors, où devriez-vous chercher des choses qui valent la peine? Et une chose serait, eh bien, vous pouvez consulter votre propre tempérament, et l'autre serait de regarder ce que d'autres personnes ont considéré comme précieux tout au long d'une vie. Regardez, vous faites une analyse structurelle des sous-composantes de l'existence humaine, et nous l'avons déjà fait. Vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin d'amis. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses, mais vous feriez mieux d'avoir la plupart d'entre elles, des amis, de la famille, une carrière, des objectifs d'éducation, des plans pour votre temps en dehors du travail, une attention particulière à votre santé mentale et physique, etc. Vous savez, c'est ça la vie. Et si vous n'avez aucune de ces choses, eh bien, tout ce qui vous reste est la misère et la souffrance. C'est donc une mauvaise affaire pour vous. Alors, donc une fois que vous définissez cette structure d'objectifs, disons, et c'est vraiment à bien des égards, c'est ce que vous devriez faire à l'université, c'est exactement ce que vous devriez déterminer. C'est d'essayer de comprendre qui est-ce que vous essayez d'être. Très bien. Et vous visez cela. Et utilisez ensuite tout ce que vous avez appris comme moyen de construire cette personne que vous voulez être.
Et je veux vraiment dire que vous voulez être, pas ce que vous devriez être, même si ces choses vont se chevaucher. Et il est important de faire la distinction entre ceux-ci, car c'est en partie, et on en revient à l'analyse des micro-routines. Comme je disais, alors vous essayez de vous rendre plus industrieux, d'accord? Numéro 1, spécifiez vos fiches d'objectifs, car comment allez-vous atteindre quelque chose si vous ne savez pas ce que c'est? Cela n'arrivera pas, et souvent les gens ne précisent pas leurs objectifs parce qu'ils n'aiment pas spécifier les conditions de leurs échecs. Donc si vous voulez vous garder tout vague et brumeux, ce qui est vraiment facile, parce que c'est juste une question de ne pas agir aussi, alors vous ne savez pas quand vous échouez. Et les gens peuvent dire, eh bien je ne veux vraiment pas savoir quand j'échoue parce que c'est douloureux. Donc je préfère ne pas être conscient de quand j'échoue. Ok, c'est bien, sauf que vous allez échouer tout le temps alors. Vous ne le saurez juste pas jusqu'à ce que vous échouez si fort que vous serez fini. Et cela peut facilement se produire avant que vous ayez 40 ans. Donc je vous recommande de ne pas laisser cela se produire. Donc c'est ce qu'on appelle l'aveuglement volontaire, n'est-ce pas? Vous auriez pu savoir, mais vous avez choisi de ne pas savoir. Ok. Donc, une fois que vous avez défini votre structure d'objectif, vous pensez, ok, si je pouvais avoir cette vie, il semble que cela vaille vraiment la peine d'être vécu, malgré le fait que cela va être, vous savez, anxiogène et menaçant, il y aura beaucoup de souffrance et de pertes impliquées dans tout cela, de toute évidence. L'objectif est d'avoir une vision pour votre vie telle que, toute chose prise en considération, cela justifie votre effort. Ok, alors qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, après, vous passez aux micro-routines. C'est comme, d'accord, eh bien, ceci est ce que je vise, comment cela se traduit-il, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est là que quelque chose comme un emploi du temps peut être incroyablement utile. Google Agenda, c'est comme, faites un fichu programme et suivez-le. D'accord, alors quelle est la règle avec un emploi du temps? Ce n'est pas une fichue prison. C'est la première chose que les gens font mal. Ils disent, eh bien, je n'aime pas avoir à suivre un emploi du temps. C'est comme, eh bien, quel genre d'emploi du temps tu établis? Eh bien, je dois faire ça, puis je dois faire cela, et je dois faire ça aussi, vous savez, et puis je vais juste jouer aux jeux vidéo, car qui veut faire toutes ces choses que je dois faire? C'est comme, faux! Établissez le fichu programme, de façon à ce que vous ayez la journée que vous souhaitiez. C'est ça le truc, c'est comme, ok, disons demain, si je voulais organiser la journée de façon à ce que cela soit la meilleure journée que je puisse avoir, concrètement parlant, à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, alors vous planifiez cela. Et évidemment, il y a un peu de responsabilité qui va aller avec ça. Parce que si vous avez un peu de bon sens, une des choses sur lesquelles vous allez insister est qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas en pire état que vous l'étiez au début de la journée, n'est-ce pas? Parce que cela serait une journée stupide. Si vous avez un tas de ce genre de journées consécutivement, vous vous creusez un trou puis vous vous enterrez dedans. C'est comme, désolé, ce n'est tout simplement pas une bonne stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Alors, peut-être que 20% de votre journée doit être consacrée à vos responsabilités, à vos obligations, ou peut-être sera plus que cela en fonction de votre tas. Mais même cela, vous pouvez vous demander, d'accord, eh bien j'ai ces responsabilités, je dois les programmer dans mon emploi du temps, quel est le bon ratio entre les responsabilités et les récompenses? Et vous pouvez vous demander cela, tout comme vous négociez avec quelqu'un qui travaille pour vous, c'est comme si, hey, tu dois travailler demain. Bon alors je veux que tu travailles demain, et tu pourrais dire, eh bien qu'est-ce que tu vas faire pour moi qui va rendre probable que je travaille pour toi? Eh bien, vous pouvez vous demander cela, vous savez, peut-être que vous faites 1 heure de responsabilité, et ensuite vous allez jouer à un jeu vidéo pendant 15 minutes, je sais pas, peu importe ce qui vous motive. Mais, vous savez, vous devez négocier avec vous-même, et non vous tyranniser, comme si vous négociez avec une personne qui vous tient à cœur, et à qui vous aimeriez qu'elle soit productive, et qu'elle ait une belle vie. Et c'est comme ça que vous établissez l'emploi du temps, c'est comme... Et ensuite tu regardes la journée et tu penses, eh bien, si j'avais ce jour-là, ce serait bien. Génial! Vous savez, vous êtes fainéant et horrible, donc probablement vous ne le suivrez qu'avec une précision de 70%, mais cela reste incroyablement mieux que 0%. Et si vous le suivez même avec une précision de 50%, une autre règle est, eh bien, vise 51% la semaine prochaine, ou 50,5% pour l'amour de Dieu, parce que vous allez commencer à rencontrer cette position où les choses vont commencer à donner des résultats positifs, dans une sorte de cercle vertueux et ainsi de suite. C'est donc une façon de travailler pour devenir plus consciencieux. Planifiez une vie que vous souhaitez avoir, et vous le faites en partie en vous référant aux normes sociales. C'est plus ou moins, on pourrait dire, cette image de sauver votre père du ventre de la baleine. Mais autrement, vous le faites en discutant un peu avec vous-même sur, comme, si vous ne saviez pas vraiment qui vous êtes parce que vous savez quel genre de créature vous êtes, vous ne ferez pas juste ce que l'on vous dit de faire, vous ne ferez pas ce que vous vous dites de faire. Vous devez avoir remarqué cela. C'est comme si vous étiez un mauvais employé et un pire patron. Et les deux travaillent pour vous. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire, et puis quand vous vous dites ce que vous devez faire, vous ne le faites quand même pas de toute façon. Vous devriez vous licencier de vous-même et trouver quelqu'un d'autre pour gérer. Non mais sans rire. Ce que je veux dire est que vous devez comprendre que vous n'êtes pas votre propre serviteur, pour ainsi dire. Vous êtes quelqu'un avec qui vous devez négocier, et vous êtes quelqu'un à qui vous voulez présenter l'opportunité d'avoir une belle vie. Et c'est difficile pour les gens, parce qu'ils ne s'apprécient pas beaucoup. Alors, vous savez, ils sont toujours là à se cramer au travail une journée, puis ils ne font plus rien. Travaillent avec acharnement, puis ils ne font plus rien.
rien. Et c'est comme, mon Dieu, c'est tellement ennuyé, une façon tellement pathétique de passer son temps. Et vous savez ce que c'est, parce que vous gaspillez probablement environ 6 heures par jour. Et je pense que nous avons fait un calcul économique à ce sujet il y a quelque temps, n'est-ce pas? Votre temps vaut probablement 50 dollars de l'heure, quelque chose comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas payé comme ça maintenant, mais vous êtes jeune, et cela peut être vu comme un investissement. Et ce que vous faites maintenant va multiplier ses effets à l'avenir. Alors disons que c'est 50 dollars de l'heure, ce qui est parfaitement raisonnable. Donc si vous perdez 6 heures par jour, et c'est ce que vous faites, donc vous perdez environ 2000 dollars par semaine, ou environ 100 000 dollars par an. Alors allez-y, mais c'est ce que ça vous coûte toutes les heures. Et vous avez besoin de savoir le coût de votre fichu temps. Disons que ce n'est pas 50 dollars, c'est 30, peu importe, peut-être que c'est 100. C'est quelque part dans cette zone. Une des questions que vous devriez vous poser est la suivante. Quand vous passez une heure, était-ce, eh bien, et si j'avais dû payer quelqu'un 50 dollars pour avoir eu cette heure? Et si la réponse est non, c'est comme, eh bien, peut-être devriez-vous faire quelque chose d'autre avec votre temps. Et cela dépend si vous pensez que votre temps en vaut la peine. Mais la chose amusante à ne pas supposer cela, et si vous supposez que votre temps ne vaut pas la peine, ce qui se passe, c'est que vous ne restez pas juste assis au hasard dans un état de bonheur sans responsabilité. Ce que vous faites est que vous souffrez existentiellement. Et donc cela semble être une solution stupide. Alors, ok, donc de toute façon, autant que je sache, c'est comme ça que vous pouvez vous améliorer et être plus consciencieux. Vous savez, définissez un objectif que vous voudriez atteindre et encore mieux, voici quelque chose d'autre auquel vous pouvez penser lorsque vous négociez dans votre vie. Vous pourriez dire, surtout si vous êtes un peu pessimiste, vous dites, eh bien, si nous devons négocier un accord, je voudrais que le résultat de cette négociation ne me rende pas misérable et plein de ressentiment. D'accord, appelons cela une base de travail. Et c'est ainsi que vous allez négocier avec votre femme ou votre mari, c'est une bonne chose à savoir. Vous voulez négocier de façon à ce que le résultat de la négociation ne vous fasse pas sentir misérable et plein de ressentiment, parce que cela vous rend hostile et alors vous travaillez à leur faire du mal. Et je dirais que c'est à moins que vous ne vouliez leur faire du mal, puis bien sûr ils vous retourneront chaleureusement la faveur, sauf si vous voulez exister dans un endroit où vous vous frappez fondamentalement mutuellement la tête constamment pendant 30 ans, allez-y, mais je ne dirais pas que c'est un mode de vie particulièrement sain. Donc, vous pourriez bien dire que la condition préalable minimale à une négociation réussie est de ne pas repartir plein de ressentiment et en colère. Donc c'est aussi comme ça que vous savez quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Parce que la règle doit être, si vous allez partir avec ressentiment et colère, donc vous avez quelque chose à dire. Cela ne signifie pas que vous ayez raison, au fait, mais cela signifie que vous avez quelque chose à dire. Mais c'est une sorte de bar sans grande ambition, vous savez, comme si je voulais vivre avec vous pendant 30 ans, peut-être devrions-nous nous dire, et pourquoi pas nous retirerions-nous de nos négociations mutuelles ravis? Eh bien, pourquoi pas? Vous savez, vous devez viser quelque chose. Vous pourriez viser cela. Vous voulez négocier avec votre patron pour un nouveau salaire? Vous pourriez penser, d'accord, j'ai ce fichu boulot. Combien devrais-je être payé pour que je sois tellement excité d'aller au travail que je pourrais à peine le supporter? Eh bien, vous pouvez au moins savoir quel est ce nombre. Et ensuite, vous pouvez aller et dire à votre patron, eh bien, vous savez, vous aimez me voir dans les parages, j'ai réfléchi, et je pense que si vous me payeriez ce salaire, je serais si heureux d'aller au travail que vous pourriez difficilement me retenir loin d'ici. Et votre patron pourrait penser, oh, en fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un autour de moi qui serait si heureux de travailler que je ne pourrais pas m'en débarrasser. C'est comme, eh bien, je ne peux pas vous donner la totalité de cela, je vous donne un 75%. Peut-être pourrions-nous renégocier dans un an. C'est comme, eh, voilà une bonne affaire. Ou vous pouvez, vous savez, être comme une espèce de fouine pleine de lâcheté et aller là-bas et vous plaindre à qui veut bien l'entendre à quel point votre vie est horrible. Et vous en allez de négociations sans pouvoir en tolérer le résultat, c'est comme, je ne le recommanderais pas. Et c'est drôle parce que j'ai vu des gens faire cela constamment dans ma pratique clinique, parce que c'est ce que nous faisons. Nous planifions tout le temps parce que la règle est que vous allez venir me voir et je vais essayer de vous aider à obtenir la vie que vous voudriez avoir. Et nous allons y réfléchir stratégiquement. Donc, vous gagnez 50 000 dollars par an en ce moment? Vous devriez peut-être gagner 150 000 dollars dans 3 ans. Et ils pensent, eh bien, cela ne pourra jamais arriver. Pas avec cette attitude, c'est la première chose. C'est comme, non, cela ne va pas arriver. Si vous ne demandez pas l'argent aux gens, si vous ne cherchez pas un meilleur travail, quoi? Ils vont juste venir et juste pelleter un bateau plein de billets sur vous? Non, c'est pas comme cela que ça marche. Mais pourquoi serait-ce impossible? Regardez-vous les gens ici. C'est comme, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Absolument rien. Donc, vous pourriez obtenir très probablement ce que vous voulez si vous pouviez déterminer ce que c'était et que vous savez que vous le poursuiviez diligemment. Alors, et peut-être que vous ne pleurnicheriez pas plus sur le fait d'être en vie. Ce serait bien parce que les gens qui gémissent d'être en vie sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Donc vous pourriez penser, je peux avoir ce que je veux, mais vous feriez bien de déterminer ce que c'est. Et vous ne pouvez pas attendre pour la fée qui a ce que vous voulez de venir à votre porte et vous accorder votre vœu parce que évidemment cela ne va pas arriver.
Alors, ok, être consciencieux. Eh bien, nous avons discuté de la façon dont vous pourriez améliorer cela. Le réseau social, c'est un autre facteur très important. C'est l'un des avantages que les personnes plus âgées ont par rapport aux personnes plus jeunes. Par exemple, maintenant que j'ai la cinquantaine, grosso modo, je connais un tas de personnes qui sont, vous savez, relativement bien placées dans la hiérarchie de compétences et ils connaissent toutes sortes de gens. Et alors, quand je vais voir l'un d'entre eux et que je dis, vous savez, peux-tu faire X ou connais-tu X, ils disent non, mais je connais quelqu'un qui peut. Et c'est un énorme avantage. Donc une autre chose à laquelle vous voulez penser à mesure que vous avancez dans la vie, c'est d'utiliser votre capacité de vous constituer un réseau correctement. Et cela ne signifie pas être faux, et cela ne signifie pas d'essayer d'impressionner les gens, tout cela est simplement n'importe quoi. Cela signifie que vous essayez de vous entourer de personnes compétentes dans de multiples domaines, et vous maintenez vos relations avec eux. Et c'est ainsi aussi une relation d'échange, n'est-ce pas? Cela implique la réciprocité. Mais c'est un énorme avantage. Un réseau social est un énorme avantage, et c'est quelque chose dans lequel les gens extravertis peuvent être vraiment bons parce que vous savez, ils ont ce genre de capacité sociale et cela va avec la capacité de vendre. Donc, un autre endroit où vous pouvez acquérir du pouvoir et du pouvoir dans le bon sens du terme est de consciemment développer et maintenir votre réseau social. Et cela signifie également, eh bien, parlons d'amitié pendant une minute. Voici comment savoir si quelqu'un est votre ami. Ah, vous pouvez leur dire de mauvaises nouvelles et ils vous écouteront. Ils ne vous diront pas pourquoi vous savez vous êtes stupide et pourquoi cette mauvaise chose vous est arrivée et comment quelque chose de pire leur est arrivé une fois et vous savez détourner toute la conversation à leur avantage. Vous pouvez vraiment leur dire de mauvaises nouvelles et ils vous écouteront. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis une chose encore plus étrange, vous pouvez leur dire de bonnes nouvelles et ils vous aideront à les célébrer. Et cela est donc un très bon moyen afin de décider qui vous devriez avoir dans votre entourage. Car si vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous savez, il vous est arrivé quelque chose de bien et vous avez un peu peur de l'admettre parce que, mon Dieu, vous savez, quelque chose de bien vous est arrivé, c'est comme vous laissez cela se savoir et vous en serez certainement puni. Alors vous savez, vous osez quand même et vous dites à cette personne timidement que quelque chose de bien vous est arrivé. Alors il vous balance une bonne tape sur la tête et vous parle ensuite de, vous savez, quelque chose de super qui leur est arrivé il y a 3 ans. Ou pire, quelque chose de super qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaissait il y a 3 ans. Vous savez, c'est comme, fuyez cette personne. Il ne vous apporte rien de bon. Et ils ne rapportent rien de bon pour eux-mêmes non plus. Et donc vous voulez vous entourer, vous devez penser à cela, vous savez. Vous devez vous entourer de gens qui veulent le meilleur pour la meilleure partie de vous-même. Vous pouvez traîner avec des fouines et des perdants qui tentent de vous tirer vers le bas pour justifier le fait que leur vie prend un mauvais tournant également. Et vous savez que l'avantage de cela est que vous n'avez pas besoin de prendre de responsabilité. Et vous pouvez tous gémir sur la misère de la vie et vous savez c'est donc très attrayant, mais je dirais que c'est aussi un mauvais plan à moyen et long terme. Et c'est donc acceptable et souhaitable d'essayer de vous entourer de gens qui facilitent votre développement, vous savez. Et vous pourriez dire, eh bien, j'ai des gens autour de moi, je les connais bien, et ils ne vont pas très bien, ils ne font pas partie de cette catégorie, c'est comme... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez faire exactement avec eux? S'ils écoutent, coopèrent avec vous et progressent vers un avenir meilleur. Génial! S'ils ne prennent aucune attention et qu'ils continuent à faire les mêmes choses encore et encore, et qu'ils ne vont nulle part, et que cela est douloureux, alors peut-être que la meilleure chose à faire est de dire « Reste dans ta misère si tu veux. En ce qui me concerne, je vais me concentrer à progresser dans ma vie, et peut-être que tu te réveilleras un jour dans le futur et que tu penseras que c'est une meilleure façon d'être. » Parce que juste tolérer cela, ils appellent ça permettre, n'est-ce pas? Si vous tolérez ce genre de comportement, vous fournissez un consentement tacite pour cela, et même une approbation tacite. C'est comme cela est une mauvaise idée. Vous avez, je dirais, à la fois le droit et la responsabilité de vous entourer de gens qui sont bons pour la meilleure partie de vous. Et ce n'est pas la même chose que vous savez. Je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Vous pouvez comprendre ce que cela signifie. Compétence, c'est une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez augmenter vos chances de succès. Chaque fois que vous avez l'occasion de saisir une opportunité qui vous donnerait une nouvelle compétence, faites-le, n'est-ce pas? Apprenez à programmer, apprenez à écrire, apprenez à lire, lisez de nouvelles choses, apprenez à parler en public, apprenez à vous présenter aux gens, apprenez à vous constituer un réseau social solide, apprenez comment aller parler à votre patron de façon à... Voilà la bonne manière d'aller parler à quelqu'un qui vous supervise. J'ai remarqué ce problème, et en voici une solution. Et donc je viens vous parler du problème et de la solution. Le fait est que cette personne va vouloir vous parler énormément. C'est comme parce que les autres personnes avec qui il parle viennent simplement les voir en disant « J'ai un problème, pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ?» C'est comme, ils ne veulent pas faire quelque chose à ce sujet, ils ont déjà 50 autres choses à faire. Vous savez, donc si vous êtes la personne qui amène constamment un problème, même si ce sont de vrais problèmes, pourquoi ils vont vouloir que vous soyez dans les parages? Le fait est que vous êtes juste un autre problème. Ne soyez pas un problème pour les personnes qui veulent vous donner de l'argent. C'est un bon principe de base.
Vous savez, si quelqu'un veut vous donner de l'argent, aidez-les à le faire. Et s'ils veulent vous donner du statut et du succès, aidez-les à le faire. N'est-ce pas? Et vous le faites en partie en leur apportant des solutions et donc en partie en développant vos compétences. Et donc, si les choses ne vont pas très bien pour vous, cela est aussi un bon moyen d'évaluer une opportunité. Devriez-vous saisir une opportunité? Eh bien, voici la règle. Saisissez l'opportunité si cela vous apprendra quelque chose que vous pourrez utiliser pour d'autres opportunités. Car même si cela échoue, ce qui va probablement se passer, peu importe, parce que vous avez accumulé quelque chose de valeur que vous pouvez apporter à la situation suivante. Donc, il y a cette vieille idée de Carl Jung dont je vous ai déjà parlé dans la cathédrale de Chartres, par exemple. La cathédrale est faite en forme de croix, et la croix signifie le centre du monde. Et le dôme signifie le ciel, et donc juste en dessous du dôme, au centre du monde, et c'est une croix, car la croix est le lieu de la souffrance. C'est donc le centre du monde, parce que c'est là où vous êtes. Vous êtes l'endroit de la souffrance, n'est-ce pas? Tu es l'endroit de la souffrance consciente, c'est le centre du monde. Et ainsi, inscrit sur le sol est un labyrinthe. Et donc vous y entrez, c'est donc un grand labyrinthe, c'est un mandala. Il y a une sorte de forme de fleur, un endroit de repos exactement au centre. Et ce que vous faites est de marcher dans le labyrinthe et vous marchez à travers les 4 cadrans. Et vous arrivez au milieu, qui est l'endroit où vous voulez être au milieu. C'est là où vous voulez être, au milieu. Eh bien, comment vous y rendre? Vous marchez partout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que chaque fois qu'une fichue opportunité vous est offerte, prenez-la et développez vos compétences. Et c'est mieux que la richesse. En fait, cela constitue la richesse, parce que la richesse constitue ce que vous avez quand quelqu'un prend tout votre argent. Vraiment, ça, c'est la vraie richesse. Et donc, la façon dont vous vous construisez ce genre de richesse est de vous transformer en quelqu'un qui est compétent dans plusieurs directions. Et vous pouvez faire cela constamment. N'est-ce pas? Surtout avec le type de technologie auquel vous avez accès, je veux dire. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez quand vous le voulez. Cela est vraiment une bonne affaire. Et donc c'est comme s'il y avait des fruits faciles suspendus que vous pourriez juste cueillir. Et donc je vous recommanderais que vous fassiez cela.